Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui comptem amb Bernadette Bensot-Vincent, professora de Filosofia i directora del Centre d'Estudis sobre les Tècniques, els Coneixements i les Pràctiques, a la Universitat de París, Panthéon-Sorbonne. Bon dia, Bernadette. Bonjour. En els darrers mesos, diversos historiadors de la medicina han analitzat la crisi epidèmica que ens assola. Quines perspectives consideres que pot oferir la història i la filosofia de la ciència al debat? Oui, en France en tout cas, si j'en juge par l'abondance et le rythme des discussions qu'il y a eu sur la mailing list des historiens qui s'appelle TEUT et à laquelle je crois vous avez accès, cette mailing list montre que tous les historiens et philosophes des sciences se sont embarqués dans la discussion, et pas seulement les historiens de la médecine. Tout le monde s'est senti concerné. Et les messages échangés concernaient davantage la question, je dirais, du rôle des experts dans la crise. Puis après s'est engagée une controverse qui n'est pas finie, qui est interminable, sur l'hydrochloroquine. Ce traitement recommandé et administré par le docteur Raoult de Marseille, qui, comme vous le savez sans doute, défie les publications et les institutions scientifiques et conteste même les décisions des organismes de santé comme l'INSERM en France ou les décisions de l'Organisation mondiale de la santé. Donc en quelques semaines, ce docteur Raoult est devenu un héros populaire de la contestation de l'autorité de la science officielle, du gouvernement, et il est complètement politisé, c'est devenu un phénomène très proche du mouvement des Gilets jaunes que nous avons eu en France, qui a secoué l'actualité pendant des mois et des mois en 2019. Donc il y a une intrication entre science et politique ici, qui est quelque chose de très intéressant à étudier pour les historiens des sciences, je pense, et il y aura beaucoup de thèses par la suite, je pense, sur cet épisode. À mes yeux, en tout cas, d'historienne des sciences, cette controverse me rappelle un peu celle qui a opposé Pasteur à Pouchet au XIXe siècle sur la génération spontanée. On y retrouve les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'opposition à la science officielle, une sorte d'anti-académisme rampant en France depuis le XIXe siècle. On y retrouve la rivalité entre Paris et province. Moi, j'entends toujours dire que les médecins de Marseille font beaucoup mieux que les médecins de Paris. Enfin, c'est vraiment un argument qu'on retrouve. Et on y retrouve tous ces non-dits politiques, tous ces enjeux politiques sous-jacents qui ne sont jamais explicités et qui sous-tendent toute la controverse. C'est donc, je crois, quelque chose où on pourra vraiment faire beaucoup de thèses dans les années à venir, s'il y a de l'argent pour faire des thèses. Hi ha una tendència a buscar en les pandèmies del passat semblances i diferències en la situació actual. Consideres que aquest és un plantejament adequat de pensar i utilitzar la història? Quines limitacions pot tenir? C'est vrai que les historiens de la médecine ont été convoqués par les journalistes pour mener de telles comparaisons, pour comparer avec le passé. Mais d'une manière générale, ils ont détourné la question. Par exemple, Anne Rasmussen, que vous connaissez parce elle a été à la Villette et elle est actuellement directrice du centre Coiré, et elle connaît bien le cas de la grippe de 1918, qu'on continue en France d'appeler grippe espagnole. Et cette grippe de 1918, on lui a demandé de faire des comparaisons. Et elle a mis en garde dans une interview du 20 mars 2020, publiée au journal du CNRS, elle souligne qu'on ne peut pas se fonder sur les chiffres, c'est-à-dire sur le nombre de morts, pour mener de telles comparaisons, car ce n'est pas du tout la même échelle. Ce sont des périodes et des échelles non comparables. On n'a pas la même expérience des virus et des microbes au XXIe siècle qu'au début du XXe siècle. On n'a pas les mêmes connaissances sur leur structure ni sur leur comportement. On n'est plus dans le même monde. Et en effet, je trouve que ça n'a pas de sens de poser la question de la nouveauté à propos de cette pandémie. Certes, c'est un nouveau virus, mais il est nouveau pour nous, humains. Il n'est pas nouveau pour les chauves-souris, qui cohabitent avec lui depuis des années.
il est nouveau pour l'espèce humaine qui n'avait pas de contact avec ce virus et qui n'était pas immunisée. Et nous sommes un petit peu, je sais pas moi, il me semble qu'on est un petit peu dans la même situation vis-à-vis de ce virus que les populations d'Indiens d'Amérique qui ont été décimées au moment de la colonisation par les microbes portés par les colons espagnols et portugais. Et qu'ils en sont morts parce qu'ils n'étaient pas immunisés contre, alors que les Espagnols et les Portugais vivaient avec eux. Je veux dire que les colons, c'est nous aujourd'hui. C'est nous, pourquoi? Parce que les populations humaines ont réduit les habitats des animaux sauvages, comme les chauves-souris en particulier, que ces animaux sauvages qui sont petit à petit, du fait de l'urbanisation, du fait de l'agriculture, de l'industrie, elles ont développé de nouveaux contacts avec les humains, elles se sont rapprochées des villes. Toute la foule des micro-organismes qui vivent en symbiose avec eux, maintenant, attaquent les humains. Et peut-être qu'un jour, on vivra en symbiose avec ces virus, j'en sais rien, peut-être qu'on s'adaptera. Mais c'est ça qui me paraît important. Ce que je veux dire là, c'est que ce qui est important, c'est que c'est plutôt une histoire écologique des maladies que cette pandémie encourage. Et elle a été faite. Je veux dire que, par exemple, Pierre-Olivier Métaux rappelle dans un article qui a été publié dans le quotidien canadien Le Devoir, le 18 avril 2020, l'œuvre importante de Charles Nicolle, qui est un médecin hygiéniste français, quelqu'un qui a été à l'Institut Pasteur, qui était spécialiste du typhus et qui a publié en 1933 un livre passionnant intitulé Destin des maladies infectieuses, qui est vraiment le pionnier de l'histoire écologique des maladies qui s'est développée depuis avec Mirko Merck, etc. Donc, plus généralement, je veux dire que les historiens des maladies, les historiens de la médecine et les historiens des maladies sont plutôt favorables aujourd'hui à une approche écologique, voire une approche anthropologique. En particulier, on a beaucoup interviewé en France durant la pandémie, on a beaucoup interviewé Frédéric Keck. Frédéric Keck est un philosophe anthropologue qui a fait sa thèse sur Lévi-Brûle, mais qui, depuis une vingtaine d'années ou 15 ans, étudie les maladies, les pandémies, notamment en Asie. Il est formé à la tradition foucaldienne de la biopolitique et latourienne aussi, de Bruno Latour, sur l'anthropologie des non-humains. Donc il fait une anthropologie des virus. Il a publié 2 livres, un qui était paru en 2011, qui s'appelait Un monde grippé, qui était une histoire du virus H1N1 qui a fait une épidémie de grippe très très importante en Asie. Il vient de publier un livre qui devait paraître en mars, juste au moment où on a tous été confinés en Espagne comme en France, c'est-à-dire un livre sur les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, qui raconte l'histoire du SARS, des virus SARS en Asie. Donc je dirais qu'il y a vraiment cette pandémie à renouveler l'histoire de la médecine, me semble-t-il, et elle va encore renouveler l'histoire de la médecine. Malgrat el seu dramatisme, pel que sembla, les crisis pandèmiques no solen deixar traces en les nostres societats en forma de monuments o dates commemoratives que en preservin la seva memòria col·lectiva. Quines podrien ser les raons d'aquest oblit? Podria ser aquest oblit la raó d'un retorn de comportaments i solucions semblants? Oui, le recours à ces pratiques anciennes de fumigation et de quarantaine s'impose parce qu'elles ont fait leurs preuves au cours des siècles. Et là, il y a une mémoire collective de ces techniques qui revient spontanément. Ce sont des stratégies éprouvées d'adaptation au virus que les nouvelles technologies ne pourront pas remplacer et ne peuvent remplacer. Et que le monde entier, en quelques mois, se soit retrouvé mis en quarantaine et confiné, montre combien les anciennes techniques, les anciennes technologies demeurent présentes aujourd'hui.
Et ça me paraît important à souligner, que les anciennes technologies ne sont jamais chassées, ne deviennent jamais obsolètes à cause des nouvelles. C'est un petit peu ce que dit David Edgerton dans The Old Technologies. Maintenant, sur l'amnésie. Sur l'amnésie, il est vrai que les monuments aux morts de la Grande Guerre, que l'on trouve jusque dans les plus petits villages en France, ont éclipsé les morts de la grippe. Mais depuis les travaux de Pierre Nora sur les lieux de mémoire, on sait que la mémoire collective est façonnée par les pouvoirs politiques. Et ces monuments ont été encouragés, ils ont été financés pour recréer une unité nationale dans une période très très difficile après la Première Guerre mondiale. Donc les monuments, comme les jours fériés pour le souvenir, toutes les pratiques mémorielles en général, ont une fonction, je dirais, libératrice. C'est leur fonction. Elles sont là pour faire oublier. Elles sont là pour faire oublier, pour que les gens se tournent vers l'avenir. Les monuments, par exemple, à la mémoire de Hiroshima ou à la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire des camps de concentration, de l'Holocauste, vont de pair avec le refrain « Plus jamais ça »,« Never again ». On ne veut plus jamais que ça arrive. C'est-à-dire que c'est une façon d'oublier. Ils invitent non pas vraiment à oublier ce qui se passait, mais à se souvenir pour le rejeter dans le passé et pour que on se tourne vers l'avenir pour construire et qu'on puisse, dans le présent, jouir de la vie. Ça a une fonction cathartique, c'est-à-dire de se purifier des tragédies. C'est un peu comme la tragédie antique. Voilà. C'est pour ça que l'amnésie ne m'étonne pas du tout. Quan es parla de la sortida d'aquesta pandèmia, les paraules dominants són tornar a la normalitat o nova normalitat. Creus que ens movem entre el déjà vu d'una amnèsia deliberada del passat com a lloc indesitjable i un demà on la normalitat significa més control, menys drets, més consum i més individualisme? Oui, moi j'ai l'impression que ce discours de retour à la normalité ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que depuis quelques décennies, la normalité, c'est d'être en crise. J'ai un certain âge, or dans mon âge adulte, je n'ai vu que le monde en crise. On est en crise sanitaire, mais auparavant, il y a 10 ans, c'était la crise financière, la crise économique, on passe sans arrêt, on traverse des crises politiques, on est en pleine crise écologique, la crise du climat, c'est la crise de la culture, il y a des crises personnelles, voilà. Les crises se multiplient. Si bien que moi j'en viens à me demander si ce qui est normal, ce n'est pas d'être en crise. La crise semble devenue chronique. On est dans un état morbide permanent. La crise au sens pathologique, au sens médical. On est dans un état pathologique permanent. La société est en état pathologique. Notre civilisation est un malade chronique. C'est vraiment ce à quoi on peut arriver. Mais en même temps, le mot crise, et c'est ce que j'ai appris de mon maître Michel Serres, dont on célébrait hier d'ailleurs l'anniversaire de la disparition, puisqu'il est mort le 1er juin. Et il y a eu une conférence, une vidéoconférence à l'école normale pour cela. Et ce que m'avait appris Michel Serres, c'est que le mot crise, qui vient du grec krino, qui signifie juger, c'est un moment de décision. C'est-à-dire, décision, ça veut dire couper le fil du temps. Décider, ça veut dire couper le fil du temps, ça veut dire provoquer une bifurcation. Une crise, c'est une occasion de changer de cap, de changer de direction. C'est donc, là, quand on parle de retour à la normale ou à une autre normalité, je pense que ce qu'on invoque, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater pour remettre en cause nos modes de vie et nos modes de consommation, nos habitudes de prédation, de prédateurs qui consument une grande partie des ressources de la planète, qui ont consumé en une centaine d'années
les ressources fossiles lentement accumulées au fil de millions d'années. La crise, et en tout cas c'est le discours qu'on entend en France en ce moment, c'est que cette crise devrait nous permettre de repartir sur un nouveau mode qui soit vraiment une réponse à la crise climatique. Est-ce que ça va se produire? Ça, je n'en suis pas très certaine, je ne suis pas très optimiste, car les lobbies chimiques sont repartis et sont repartis à l'assaut. Mais en tout cas, il faudrait une volonté politique forte au niveau mondial pour que cette crise soit un signal d'alerte qu'on est dans un état de crise permanent et que la crise profonde, c'est une crise écologique et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Als teus articles expliques la necessitat de crear un fòrum de debat ampli i plural, on participi l'administració, els agents socials i polítics, la societat civil i els experts, amb la voluntat de reflexionar sobre la societat que ha de sorgir d'aquesta crisi. Ens pots donar detalls de com creus que hauria de ser aquest espai de debat públic? Je ne peux répondre que sur le cas de la France, parce que je ne connais pas la situation dans d'autres pays. Mais en France, la science a servi de caution aux décisions prises par le gouvernement. Le président de la République a choisi de justifier des mesures strictes de confinement et d'arrêt des activités le 12 mars 2020 au nom de la science. Il s'est réclamé de l'autorité du conseil scientifique qu'il avait réuni et qui était présidé par le professeur Delfraissy, qui est toujours présidé par le professeur Delfraissy, et il a expliqué aux Français: je suis les conseils du conseil scientifique, je suis les avis du conseil scientifique. 2 semaines après, il a mis en place le Premier ministre a mis en place un autre conseil scientifique qui s'appelle CARE, Comité d'analyse, de recherche et d'expertise, présidé par la prix Nobel et virologue Françoise Barré-Sinoussi, pour éclairer les ministres de la Santé et de la Recherche sur les décisions à prendre. Donc, on est dans un système de gouvernement par les experts. Du moins, c'est présenté comme ça, où les politiques sont informés et où les experts disent aux politiques ce qu'ils doivent faire. Donc, cette alliance très étroite des experts avec le pouvoir politique est quelque chose qui est assez traditionnel. En France, en plus, ça a un long passé puisque au XIXe siècle, il y a eu, même bien avant, à la Révolution française, les pouvoirs, le comité de salut public avait mobilisé les savants au service de la patrie. Exactement comme aujourd'hui, on a mobilisé les médecins et les hôpitaux au service de la santé publique. Cette alliance très forte entre la République et la science a été en France scellée au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec des savants comme Marcellin Berthelot ou Charles Richer, qui, au moment d'une controverse sur la banqueroute de la science, ont fait alliance avec la République. Certains ont même été ministres, ont fait alliance avec la République pour lutter contre l'Église, qui propageait l'idée que la science était en faillite, qu'elle faisait banqueroute et qu'il ne fallait plus écouter la science. Donc c'est la reprise d'une longue tradition, mais en même temps, je pense que Emmanuel Macron n'avait aucune conscience de ce passé quand il a pris sa décision. Il s'est simplement référé à ce mode dans lequel on vit depuis au moins 50 ans, des experts speaking truth to power, c'est-à-dire des experts qui disent au pouvoir ce qu'il faut faire. Et cette alliance s'inscrit dans une tradition où la parole scientifique doit jouir d'une certaine autorité pour permettre de prendre des mesures très impopulaires de privation de liberté. Or, la situation est en ce moment très très difficile. Pourquoi? Eh bien parce que cette nouvelle alliance entre la science et le pouvoir s'inscrit dans un contexte où l'autorité de la parole scientifique est très contestée. Depuis quelques décennies, l'autorité des experts, en France en tout cas,
a fait l'objet d'attaques très très fortes à cause de l'affaire du sang contaminé, notamment dans les années 1980-90, à cause de la vache folle ensuite, l'affaire de la vache folle. Donc, il y a beaucoup de méfiance aujourd'hui à l'égard de la science qui est en perte d'autorité dans nos sociétés. Pas la science idéale, hein, pas la science idéale, pure, autonome, désintéressée, qui inspire toujours la confiance du public, d'après les sondages Eurobarometer que fait la Commission européenne. Mais c'est la science telle qu'elle se fait, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la technoscience, avec des start-up, avec des compagnies pharmaceutiques qui financent ou qui sont alliées avec le public et avec des conflits d'intérêts. Voilà, c'est la science telle qu'elle se fait, la science, celle-là qui provoque des controverses au sujet des vaccins, au sujet des traitements, comme des mesures de confinement. Quand on voit par exemple qu'en France, on en est venu, avec toujours l'exemple de l'hydrochloroquine, on en est venu à évaluer la validité de cette molécule comme médicament par un sondage d'opinion. C'est parce que 500 000 signatures se sont prononcées pour l'hydrochloroquine que le gouvernement a décidé qu'il fallait faire des essais cliniques. On est dans une situation où c'est le peuple qui décide de la validité d'une molécule. C'est incroyable. Et donc, je crois que là, il y a un phénomène qui a été illustré aussi par le climato-scepticisme, où on met en doute la parole des experts. Et face à cette situation, quel peut être le rôle de la science dans une crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui? Eh bien, il me semble que la position traditionnelle des experts sommés de dire le vrai au pouvoir est intenable, pour deux raisons majeures, me semble-t-il. D'abord, les scientifiques sont actuellement en pleine incertitude sur le comportement du coronavirus. Certes, les méthodes de séquençage ont permis l'identification très rapide de ce virus. Grâce aux techniques de séquençage à haut débit, en l'espace de quelques semaines, on a eu la séquence de ce virus. Mais on ne connaît pas pour autant son comportement. On connaît sa structure, mais on ne connaît pas son comportement, on ne sait pas quelle est la période de contagiosité, on ne sait pas exactement combien de temps dure l'immunité, donc on ne sait pas du tout quelles sont les mesures à prendre. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la recherche pour répondre à ces questions, ça prend du temps. La recherche prend du temps et on doit prendre les décisions politiques au jour le jour. Il faut alléger le confinement, il faut passer en phase 2, il faut permettre la réouverture des écoles, il faut permettre la réouverture des cafés, mais on ne sait pas du tout quels vont être les effets. Donc on avance au jour le jour et il y a un conflit vraiment de temporalité entre la recherche qui exige un temps long, le temps long pour parvenir à des résultats stabilisés, des résultats qui vont faire le consensus sur les traitements efficaces, sur les vaccins efficaces, sur les tests. Les tests eux-mêmes ne sont pas validés. Donc, il me semble que là, il y a un conflit de temporalité. Et ce conflit est d'autant plus aigu que la recherche s'étend aujourd'hui au monde entier comme laboratoire. On est dans une situation où le laboratoire aujourd'hui, c'est le monde. Tous les pays du monde cherchent à comprendre comment fonctionne ce foutu virus et comment il se transmet, comment on peut l'inhiber, comment on peut le contrôler, comment on peut s'immuniser, comment on peut vacciner. Chaque pays, chaque région de notre pays devient un échantillon, fournit une cohorte de cas avec des paramètres variables. Par exemple, on a confiné en Italie plutôt qu'en Espagne, et puis en Espagne plutôt qu'en France. Donc chaque pays devient une cohorte qui va servir à évaluer, à comprendre, et finalement le monde entier est devenu un laboratoire.
Donc, on va pouvoir faire des comparaisons et les scientifiques vont pouvoir faire des comparaisons, mais tous les humains, et j'insiste là-dessus, tous les humains, infectés ou non, traités ou non, vivants ou morts, deviennent de fait des objets d'expérience. Nous sommes tous aujourd'hui des objets d'expérience. Nous sommes tous des guinea pigs. Nous sommes tous des objets de laboratoire. Et nous sommes des objets de tests, d'essais cliniques, de données statistiques. Et en attendant les résultats produits par ce laboratoire monde, en tout cas, on est en pleine incertitude. Et je pense qu'il faut vraiment avoir l'humilité de le reconnaître. Le rôle des scientifiques aujourd'hui, me semble-t-il, de mon point de vue, c'est de dire aux politiques et de dire au public, nous sommes en pleine incertitude et nous sommes tous en situation de laboratoire et vous êtes tous embarqués. Nous sommes tous embarqués et nous sommes dans ce cas-là tous responsables. Quina seria la manera de posar totes aquestes reflexions de la història i filosofia de la ciència en la pràctica? Ens poden ajudar a pensar d'una altra manera les relacions entre experts i la política, a tenir debats més oberts, a tenir una governabilitat basada en altres mecanismes i actors? Oui, on a la possibilité et j'avoue que pendant les 2 mois de confinement, j'ai cru qu'on pourrait mettre en pratique une nouvelle figure des rapports entre la science et l'opinion. C'est vrai que historiquement, on a vu depuis quelques décennies, on a vu apparaître une nouvelle figure avec les mouvements des sciences citoyennes, une nouvelle figure de l'opinion qui est conçue comme non pas une masse d'ignorants qui doit obéir aux experts et qui est considéré comme un public irrationnel, un public ignorant, ce qu'on appelle le déficit model. Le public est défini uniquement par son manque de savoir. On a vu apparaître une figure de l'opinion comme un public éclairé, un public qui sait s'éclairer grâce à Internet notamment, au savoir auquel il a accès, et qui a participé un petit peu à la politique de santé publique. On a vu apparaître cela notamment lors de l'épidémie du sida, où les malades et les associations de malades ont pu participer aux décisions et aux programmes de recherche. Donc on pouvait espérer, et j'ai personnellement, avec beaucoup d'autres collègues, espéré que l'épidémie de Covid allait permettre de relancer ce mouvement de sciences citoyennes et de permettre des forums entre les experts et les acteurs de la société civile pour que on puisse, alors un forum virtuel bien entendu, comme nous sommes en train de faire, on discuterait par visioconférence, mais il serait possible d'établir un dialogue entre les gens qui ont la connaissance du terrain, les infirmiers, les médecins, les soignants, les éducateurs, les industriels, les agriculteurs, etc., pour prendre des décisions politiques. Donc, j'ai, avec beaucoup d'autres collègues, notamment des collègues de la recherche agricole, de l'INRA, nous avons cru possible de convaincre, essayer de convaincre le gouvernement que ça ne suffisait pas d'avoir un conseil ou deux conseils d'experts scientifiques, qu'il fallait mettre en place un forum virtuel pour faire dialoguer les gens de terrain, les gens qui ont la connaissance pratique des divers secteurs que sont la santé, l'économie, la culture, l'éducation, pour éclairer les décisions à prendre.
Eh bien, pendant 2 mois, nous avons travaillé pour essayer de mobiliser tout le monde, y compris de mobiliser le conseil scientifique. Nous avons publié des tribunes dans les journaux et nous avons essayé de convaincre le gouvernement central, nous avons essayé de convaincre les gouvernements régionaux, les mairies, et pour l'instant, il ne s'est rien passé. Je veux dire que la mise en place de ces forums, pour l'instant, n'est pas faite. Donc, la mise en pratique, il y a une inertie, une bureaucratie. Beaucoup de gens sont convaincus qu'il faut le faire, mais il y a une inertie, une bureaucratie qui est absolument décourageante. Et j'avoue que je suis assez déçue par cette expérience. Al voltant de la metàfora del món com a laboratori, a partir de diferents estudis sabem que tots aquests tenen una economia moral i relacions desiguals, i aquest potser és un tema clau per discutir l'actual pandèmia. Com podríem pensar les desigualtats en el tipus de fòrums i de governança dels quals has parlat? Oui, les inégalités, on les a vues pendant la période de confinement. Certains ont souffert beaucoup plus que d'autres. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui souffrent le plus des crises. Qu'elles soient financières, écologiques, c'est toujours les plus pauvres qui souffrent le plus des crises. Les autres s'en tirent toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à cela? C'est toujours la question des porte-paroles de ceux qui souffrent le plus. Qui sont les porte-paroles de ceux qui sont en inégalité? Parce qu'en général, ils sont invisibilisés et ils n'ont pas en plus la capacité de prendre la parole. Même dans les forums, c'est difficile de donner la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de parler en public. Et c'est à ce niveau-là, je pense que les associations, les ONG, les associations ont un rôle très très important à jouer. Il y a tout un réseau aujourd'hui dans tous les pays du monde. Il y a tout un réseau d'associations citoyennes qui sont des associations caritatives, humanitaires souvent, et qui sont les porte-paroles des gens qu'on ne voit pas, des gens qu'on n'entend pas. Et l'idée précisément qu'on a essayé de mettre en place dans ce forum, c'était de mobiliser tout le réseau des associations pour qu'elles portent la parole et que, comme elles connaissent bien le terrain, comme elles connaissent bien les milieux les plus défavorisés, qu'elles puissent porter la voix de ces milieux et les faire entendre au niveau des décisions politiques. Voilà. Donc ça, c'est de donner, me semble-t-il aujourd'hui, la parole à ce réseau citoyen, à ces mouvements d'associations citoyennes qui sont très organisés et, et par ce réseau, normalement, on devrait arriver à quelque chose. Mais il faut faire travailler de concert ces réseaux citoyens avec les responsables, les élus politiques. Donc il y a un problème aujourd'hui qui est de compatibilité entre les élus, les représentants de la démocratie représentative et cette démocratie participative qui est des citoyens qui se portent comme qui veulent participer aux décisions. En aquest tipus de fòrum, quin paper creus que haurien de tenir les ciències humanes i els investigadors d'aquesta àrea? Oui, je crois que les sciences humaines ont été d'ailleurs convoquées, en France en tout cas, en fait partie. Il y a un sociologue et un anthropologue de la médecine qui font partie du comité d'experts, ils sont une dizaine, auprès du président de la République. Et ils ont joué un rôle. Je veux dire qu'ils ont vraiment alerté sur les inégalités dans le confinement. Ils ont été, nous avons interagi avec eux pour essayer de mettre en place un forum. Ils étaient très favorables à la création d'un forum virtuel. Mais en même temps, je pense que ça ne serait qu'un expert de plus. Tu comprends?
Et ce qu'il faut rejouer vraiment, c'est la notion d'expert et faire vraiment, il ne s'agit pas simplement de faire de l'expertise plurielle. Ça, c'est déjà mieux. Effectivement, faire de l'expertise plurielle, c'est déjà mieux parce qu'on a déjà plusieurs experts, plusieurs points de vue. Mais je crois que ça ne résout pas le problème parce que c'est toujours des experts et on ne reconnaît pas l'expertise au sens strict, c'est-à-dire l'expérience qu'ont les gens de terrain, les praticiens. Et je crois que le savoir qu'ont les praticiens, par le savoir empirique qu'ils ont acquis par la pratique, eh bien ça c'est irremplaçable. Et on doit les écouter, et c'est eux qu'on n'écoute pas en général. C'est pour ça que c'est important aussi. Moltes gràcies per les teves respostes i per la teva col·laboració.